lorsque vous avez une alimentation trop sucrée et trop grasse, donc il y a 1,5 litre de sang par minute qui passe dans le foie, et le foie, quand il voit ça, il travaille. Les sucres, il va les stocker. Au début, il en stocke une toute petite partie en glycogène, et puis après, il va prendre le reste et il va stocker ça dans des cellules spécialisées que nous avons tous, autour du ventre, les cuisses, les fesses, les bras, le visage. Mais le problème, c'est que... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Une heure de partage de connaissances avec le docteur Réginald Dabouche. Comment ça va, Doc ? Très bien, Philippe, merci de m'inviter. Ça fait plaisir de vous voir, ça me rend heureux. Et qu'est-ce qu'il faut pour vous rendre heureux, vous ? Moi, ce qu'il faut, c'est votre sourire. D'accord. Voilà. Et en le plus, sourire de quelqu'un. Et en plus, mais quel serait le secret du bonheur pour vous ? Le secret du bonheur, c'est chaque jour se réveiller, être content de se réveiller, remercier qui doit être remercié de s'être réveillé en bonne santé. Ouais. Ensuite, d'avoir au moins une fois par jour envie de rire, et une fois par jour apprendre quelque chose, et peut-être une fois par jour donner quelque chose. Voilà. Si vous faites ça, grosso modo, votre journée elle est bonne. Voilà, c'est ma vision. Hein. Bon, maintenant, il n'y a pas de message derrière. Hein. C'est comme ça que je vis. Je vous ai demandé votre définition à voilà. vous du bonheur. Voilà. Et c'est bien, vous le faites comme à la répétition. Voilà. Mais c'était important que vous partagiez ça avec nous. Oui, et nous, j'imagine à toutes les centaines de milliers de personnes qui sont là, qui vous écoutent, le plaisir qu'on a à vous écouter. Alors je rappelle que vous êtes médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Alors on ne peut pas parler de ce que vous cherchez en ce moment, vous cherchez un truc formidable. Oui. C'est comment guérir le diabète, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de faire une émission sur les recherches que vous êtes en train de mener, parce que c'est passionnant. Recherche, on a trouvé, quand même. C'est fou. C'est pour faire du teasing, oui. Le jour où vous avez le Nobel, vous faites votre première émission. Non, il n'y aura pas de Nobel parce que je suis trop vieux. Vous savez, le Nobel... Le Nobel, il y a une instruction de 20 ans à peu près pour le Nobel. Ah oui, de lobbying. Mais le cofondateur de ce qu'on a fait, le chercheur, lui, il est académicien, c'est quelqu'un de remarquable. Et je pense que, voilà, lui, ça peut être le cas. Bon, vous menez des recherches pour guérir le diabète. Voilà. Votre dernier livre s'appelle Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Alors le livre cartonne, mais finalement vous avez été entendu pour une fois. Comme quoi les politiques qui ont besoin d'argent ont des oreilles beaucoup plus ouvertes. Ah, vous parlez de la taxe sur le sucre. Oui, Oui, mais alors la taxe sur le sucre, moi je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que qui va finir par payer ? C'est quand même le consommateur. Alors ça a un effet dissuasif en disant comme ça va être plus cher, on va moins en acheter. Bon, je vois très bien les réflexes. Moi, je suis un peu dubitatif. Je suis d'accord sur le fait que on prélève cette taxe. Vous savez, il y a une contribution pour les boissons sucrées en France qui a été mise en place en 2012, revue en 2018, je crois, et qui rapporte à peu près 400 millions par an. Mais moi, si vous voulez, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je veux bien ça, mais à ce moment-là, il faut flécher les moyens. C'est-à-dire que là, j'ai eu l'occasion dernièrement d'aller dans une école dans le sud de la France et de former des enfants entre 4 et 7 ans. J'ai fait 3 cours avec des films, avec des animations. J'étais invité par je peux la citer, c'est l'école Saint-Exupéry à Nice. Et j'ai été invité par le directeur et qui a ressenti le besoin et qui a senti le besoin d'informer les enfants. Mais c'est un carton général. C'est extraordinaire. Mais sur quoi ? Sur la façon de s'alimenter ? Sur la façon de s'alimenter, oui. On ne fait pas peur aux enfants. Ils sont en pleine croissance. On ne va pas les empêcher de manger puisqu'ils sont en pleine croissance. Mais leur expliquer comment on mange, ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais j'ai eu des questions. Mais les gamins de 4 ans, ils vous posent des questions. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Et alors après, j'ai eu l'occasion de faire la sortie d'école à 5 heures. Et il y avait des gamins qui venaient me voir. Oui, alors j'ai dit à ma maman ou j'ai dit à mon papa que machin, que truc. Voilà, voilà. Et je pense que si, par exemple, vous prenez 10% de cette taxe, c'est-à-dire, disons, 40 millions, et que vous allez voir les agences régionales de santé, et que vous dites, dans chaque région, on va payer des professionnels de santé, diététiciennes, médecins, infirmières, pour aller dans les écoles, avec un programme sur lequel on s'est mis d'accord, qui peut être différent, parce qu'on ne mange pas dans le sud comme on mange dans le nord. Et bien voilà, ils font chacun leur école, et ils sont payés pour le faire, et on fait un grand projet national. Et on informe nos enfants, parce que nos enfants, l'information nutrition, c'est laquelle ? C'est celle qu'ils voient le mercredi après-midi quand ils regardent les dessins animés. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une demi-heure de pub, quand vous ramenez tout ça, sur des produits qui sont des... Je comprends les industriels, il n'y a pas de complot dans tout ça. Les industriels, ils font leur job. Ils font du business. Mais nous, on fait quoi ? On fait quoi, nous ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ?
Quand une maman va donner 1 minute d'information à ses enfants, il en a vu 30 minutes à la télé. Qu'est-ce qui pèse ? Ça pèse rien. Voilà. Donc je suis pour et je suis contre. Je suis pour si on flèche comme on dit en budget, si on flèche les budgets, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est réservée à la prévention. Parce qu'il faut faire de la prévention. Parce qu'on nous a dit, oui, la France, l'obésité, le surpoids, c'est pas comme aux États-Unis. Mais vous avez vu les chiffres ? C'est en train d'arriver. Nous, on vit de façon ce que vivent les Américains 20 ans après, grosso modo. Alors, les corps sont en train de changer. On voit que les corps des générations d'aujourd'hui sont plus du tout les mêmes qu'il y a 20 ou 30 absolument. ans. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, mais qu'il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout. Et je suis sûr que les professionnels de santé en France, qui sont bien formés, ils seraient tout à fait d'accord pour aller passer 3 demi-journées dans l'année dans les écoles. Payer. Il faut les payer, parce qu'il faut arrêter de penser que les gens... voilà. Oui, alors après, c'est souvent des associations qui prennent le relais sur le terrain et qui organisent les choses. Bon. Oui, ça peut être. On peut donner les moyens aux associations, pourquoi pas, parce qu'elles sont organisées, elles ont la logistique, parce qu'il faut faire les films, il faut peut-être distribuer des petits trucs pour les enfants, pour qu'ils jouent avec. Mais voilà. On peut faire confiance à la société civile. On n'est pas obligé de passer par l'État tout le temps, quand même. On va parler d'un sujet dont tout le monde s'est emparé, pas simple à expliquer. Le lien entre l'inflammation et le diabète. Alors j'ai une question, vous la prenez comme vous voulez, docteur Alouche. Est-ce que c'est l'inflammation qui déclenche le diabète ou c'est le diabète qui est responsable de l'inflammation ? Alors, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut... Alors, pour répondre, je vais répondre, parce que j'ai horreur des gens qui rendent les questions, qui ont des propos dilatoires. En fait, la réalité, c'est que l'inflammation prépare le diabète. Ça, c'est sûr. Mais si on Donc elle précède le diabète. On parle bien du diabète de type 2. De type 2. Attention, vous vous souvenez, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui touche les personnes avant 20 ans, parfois même des nourrissons, et qui est une maladie auto-immune qui d'ailleurs, je tiens à le dire aux parents, s'ils ont un enfant diabète de type 1, ils n'y sont pour rien, puisque la génétique, la transmission, c'est 2,5%. Donc, c'est pas la peine de vous culpabiliser, messieurs ou mesdames, parce que votre enfant, c'est bad luck. C'est-à-dire qu'il a fait une infection, et puis il a fait des anticorps contre son pancréas, et il a détruit son pancréas. Voilà. Bon. Et maintenant, aujourd'hui, les traitements, ils sont très bien, il a une espérance de vie équivalente aux autres, c'est un peu plus barbant, mais ça marche. Par contre, le diabète de type 2, quand on a un parent diabétique, on a 30% de risque de devenir soi-même, et si on en a 2, c'est plus de 50%. Mais donc là, génétiquement ? Oui. Génétiquement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me bats pour la prévention. Pourquoi je me bats pour la prévention ? Si vous savez que votre père ou votre mère a un diabète, eh ben, il faut vous en occuper. Il ne faut pas dire je ne sais pas ce qui va se passer, machin. Il peut se passer quelque chose. Donc il faut faire la prévention. Et la prévention, elle a plusieurs niveaux. Vous pouvez faire une prise de sang, aller voir votre médecin, il faut des prises de sang tous les ans, il vous fait un check-up et il vous dit vous avez peut-être une glycémie qui a augmenté. Mais parfois la glycémie à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, il ne montre pas vraiment le diabète. Ça, il peut être... oui, vous pouvez très bien avoir une glycémie le matin normale, mais lorsque vous mangez une pomme de terre ou du pain, la glycémie augmente. Donc la deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, la fameuse HbA1c qui donne 3 mois de moyenne. Et puis, si on a encore un doute, parce que après le repas, on est fatigué, on a envie de dormir, on est un peu irritable, et ben à ce moment-là, on se met un capteur de glucose et on regarde sur son téléphone pendant 14 jours, parce qu'il dure 14 jours son autonomie, on peut se baigner avec, et vous avez sur votre téléphone les glycémies. Voilà, vous mangez une pizza et vous regardez si ça monte, si ça monte pas. Si ça monte et que ça monte beaucoup et au-delà des valeurs normales, et ben à ce moment-là, vous prenez une décision. Je mangerai une pizza de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc l'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsque vous avez une alimentation trop sucrée et trop grasse, à ce moment-là, elle va remplir, le foie va arriver, on reprend la truc. J'avale un truc, ça va dans l'estomac, ça va dans le duodénum, ça va dans la première partie de l'intestin. Dans le sang, il va y avoir les nutriments, le gras et le sucre, et ça va au foie. Tout ce que vous mangez va au foie, par une veine qui s'appelle la veine porte, puisque c'est la porte du foie. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il y a 1,5 litre de sang par minute qui passe dans le foie, et le foie, quand il voit ça, il travaille. Donc les sucres, il va les stocker, et quand il va stocker les sucres, au début, il en stocke une toute petite partie en glycogène, qui est une grosse molécule qui garde pour le cerveau, immédiat, s'il y a un problème. Et puis après, il va prendre le reste et le faire mettre des triglycérides. Donc 3 glucose, c'est le sucre, avec un glycérol, et il va stocker ça dans des cellules spécialisées que nous avons tous autour du ventre, les cuisses, les fesses, les bras, le visage.
C'est des cellules. Qui s'appellent comment? Les adipocytes. Adipos, grec, gras, cytos, cellules. Les cellules qui stockent le gras. Voilà. Et donc, elles vont grossir. Parce qu'elles vont il va stocker ce qu'on appelle la lipogénèse. Il va mettre ce sucre sous forme de gras dans les adipocytes. Voilà. Mais le problème, c'est que... Et puis, le gras que vous avez mangé, il peut aussi le stocker là. Vous voyez, Donc, en fait, le gras, c'est pas que du gras, c'est souvent du sucre. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre adipocyte, disons que c'est une poche, c'est une grosse poche qui est déformable. Elle va grossir, et puis à un moment, elle ne peut plus grossir parce qu'elle prend trop de place dans le tissu. Quand il prend trop de place dans le tissu, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des petits globules blancs qui vont venir, qui vont essayer de lui dire tu vas rester où tu es, et ils vont émettre ce qu'on appelle des cytokines, des adipokines. Kin, ça veut dire hormone plutôt néfaste. Donc il va sécréter des hormones, et ces hormones vont aller où? Le sang, il va au foie, donc il va commencer à enflammer le foie. Et comme le foie, c'est le réservoir de sucre, s'il enflamme le foie, il ne fait plus vraiment bien sa régulation. Mais pire, ils vont dans le cerveau. Donc vous avez les adipokines, les cytokines, si vous voulez aller voir sur Internet, c'est interleukine 6, interleukine 2, TNF-alpha, voilà, pour les gens qui sont curieux. Et en fait, le cerveau va se dire, tiens, inflammation, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il va y avoir une modification de la façon dont le corps va être géré, parce que c'est le cerveau le patron. Hein. Mais donc, elle circule, cette inflammation, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Elle passe la barrière hématoménagère, elle va dans le cerveau. Donc, alors, par exemple, le cerveau, quand vous faites du sport, figurez-vous que vous avez des interleukines inflammatoires au début du sport. Mais après, c'est résorbé. C'est pour ça qu'au début d'un sport, pendant les 10 premières minutes, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre, pourquoi je me... Et puis après, ça va beaucoup mieux, parce que le cerveau se régule. Mais là, c'est autre chose. C'est une inflammation qui est là et qui reste. Voilà. Et là, le cerveau commence à avoir d'autres attitudes vis-à-vis du sucre que vous avez avalé. Voilà, l'inflammation par le docteur Réginald Dalouche, l'inflammation et son lien avec le diabète. Le diabète, oui. Ouais, on dit souvent que, par exemple, la graisse est inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? La graisse est inflammatoire. Alors, c'est qu'en fait, vous avez dans l'abdomen, vous avez deux types de graisse. Ouais. Vous avez une graisse qui est autour du tube digestif, qui est très proche des organes et très proche du foie, et vous avez une graisse qui est sous-cutanée. C'est d'ailleurs très simple pour savoir si vous avez de la graisse sous-cutanée ou pas. Vous prenez votre gras avec les mains et vous voyez si ça bouge. Si votre ventre bouge un peu, c'est très joli. C'est que c'est sous-cutané. La sous-cutanée, elle est plutôt protectrice. Alors que celle qui est à l'intérieur, on l'appelle la graisse omentale, la graisse intra-abdominale, elle est très inflammatoire, c'est facile à comprendre, elle est très près des organes. Donc quand elle envoie des hormones qui sont des hormones inflammatoires, ils vont tout de suite aller affecter les organes comme le foie, par exemple. Donc vous voyez, c'est pas tout bon et tout mauvais. En fait, il y a du tissu gras qui, lui, est inflammatoire et qui va enflammer l'organisme. Alors, il y a une inflammation dont on parle beaucoup, qui sera au cœur de beaucoup de maladies de civilisation. C'est l'inflammation de bas grade. Qu'est-ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade? Écoutez, l'inflammation normale, qu'est-ce que c'est? C'est rougeur, chaleur, et voilà. En fait, on se fait mal, c'est rouge, ça s'enflamme, il y a de l'œdème, voilà. Ça, c'est tout le monde connaît cette inflammation. Ça, c'est une inflammation de haut grade. Puis vous avez l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire qu'il y a dans votre organisme un niveau inflammatoire qui va aller chuchoter à l'oreille des cellules qui sont chargées de garder votre corps. Mais ces cellules, elles vont se retrouver tout le temps au travail, si vous voulez. C'est l'histoire de la forteresse assiégée avec vous avez les sentinelles sur les murs. Et on leur dit tout le temps « alerte, alerte ». Puis après, à force de dire « alerte », la sentinelle, elle se dit « bon allez, je vais vous roupiller, de toute façon c'est toujours des alertes ». Et c'est à ce moment-là où, comme l'inflammation permanente comme ça, de bas grade, de bas niveau, vous savez, c'est le type qui balance une flèche alors qu'il n'y arrivera jamais. Mais, et puis vous vous dites, un jour, il y a un gros méchant qui se présente, et là, vous ne pouvez rien faire. Donc, exemple. Vous avez une inflammation de bas grade tout le temps. Puis vous avez un petit virus qui est caché. Vous savez, on a beaucoup de virus qu'on prend à l'enfance. Et ben, il va sortir. Regardez par exemple le zona. Qu'est-ce que c'est le zona? C'est le virus de la varicelle. Il s'est planqué dans une racine nerveuse. Et puis, un jour où votre immunité baisse parce que vous prenez de l'âge, parce que vous faites moins d'exercice, parce que voilà, il sort et vous fait un zona.
Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'exemple même d'une inflammation qui fait qu'elle a usé votre capacité à vous défendre. Et donc l'inflammation de bas grade, c'est ça. Alors elle peut avoir plusieurs origines. Ça peut être lié par exemple à la flore bactérienne qui est enflammée. Ça peut être lié à une inflammation... Le microbiote. Ouais. Ça peut être lié aussi à votre façon de manger. Vous savez, il y a l'équilibre acido-basique. Non. Dans ce que vous mangez, il y a en gros des ions moins et des ions plus. Voilà, les plus, c'est les mieux et les moins, c'est les pas bien. Et l'équilibre entre l'acidité et ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire le fait de combattre l'acidité. Il y a un pH, quoi. Donc voilà, un pH, exactement. Ça se mesure comme un pH. Hein. Le pH bas, c'est l'eau des batteries. Hein. Quand on sait tous, quand on a touché l'eau qui est à l'intérieur des batteries au plomb, ça peut percer les vêtements et ainsi de suite, parce que il y a un gros pH, je crois que c'est un pH 4 ou un pH 3. Il y a un indice, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vous ai jamais entendu en parler, c'est l'indice de Prahl. Oui, l'indice de Prahl sur l'acidité des aliments. Ouais. Parce que, il y en a qui l'utilisent, par exemple, pour équilibrer les menus. Pour équilibrer les menus. Ouais. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des aliments qui sont acidifiants, ce sont les féculents, les produits laitiers, les protéines. Ça, c'est acidifiant. Acidifiant, ça ne veut pas dire acide, d'ailleurs. Hein. Non, ça ne veut pas dire acide. C'est pas la même chose. Non, parce qu'un plat de pâtes, c'est pas acide, c'est acidifiant. Et puis, vous avez les basifiants, c'est-à-dire qui compensent cette acidité. En gros, c'est les oléagineux, les fruits et les légumes. Donc, il faut toujours avoir une balance entre les deux pour que dans votre sang, le pH soit vraiment bien calé. Pourquoi ? Parce que si vous avez trop d'acidité, votre pH, il va pas diminuer beaucoup, parce que s'il diminue beaucoup, ça s'appelle une acidose. D'accord ? Donc il n'y a pas d'acidose franche. Alors attendez, je peux vous arrêter sur ce mot, docteur Alouche. L'acidose, pendant le jeûne, on dit qu'on est en acidose. On a une acidose, oui. On a une acidose, mais plutôt une cétose. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, à ce moment-là, votre organisme il va aller chercher le glucose dans les protéines et les graisses. Et quand il fait ça, il fait des corps cétoniques, qui donnent d'ailleurs une haleine très particulière, une haleine de pomme un peu, pour quand on est gentil, c'est une haleine de pomme, qui rend aussi un peu nerveux, parce que c'est des très grands stimulants, les corps cétoniques. Hein. C'est vraiment... simplement pourquoi ? Parce que comme on est à jeun et qu'il faut aller chercher à manger, on est un peu plus vigilant. D'ailleurs, ça ouvre les... Il y a même des grands champions, je me souviens d'un un ancien champion de Formule 1, qui ne mangeait rien pendant un jour avant, pour être le plus aigu possible, le plus acéré possible. Il buvait, parce que on peut jeûner. C'est-à-dire qu'on peut sécréter des corps cétoniques, même en buvant. Oui, bien sûr. C'est pas un jeûne sec. Non, c'est pas un jeûne sec. C'est juste le fait de ne pas manger. Et on fait des corps cétoniques qui sont très dynamisants pour le cerveau, extrêmement dynamisants, mais il y a quelques inconvénients. Par exemple, le fait que si on a tendance à faire des calculs rénaux, on peut faire des calculs un peu plus. Il faut faire attention. Si on a des calculs rénaux, on ne fait pas ce genre de choses. Ça peut aussi... je vous dis, la laine est un peu... Puis on est un peu irritable quand même. Hein, on n'est pas... voilà. Mais c'est un effet que ceux qui font le régime keto, oui, recherchent exactement, en fait, à être en cétose en permanence. Voilà. D'autant que à partir d'un certain moment, au bout de 2-3 jours, l'organisme s'habitue. Il va sécréter un acide hydroxybutyrique dans l'intestin qui va calmer la faim et qui va faire qu'on n'a pas faim, on a moins faim. Vous savez très bien que moins on mange, moins on a faim. Hein, c'est fait pour protéger l'homme, puisqu'on vient... Au bout de 2-3 jours de jeûne, effectivement, vous ressentez moins la faim. Beaucoup moins la faim, tout simplement parce que quand on était dans les cavernes, on ne savait pas quand on allait manger. En plein hiver, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de trucs. Pour aller chasser, on ne revenait pas parfois de la chasse parce que c'était dangereux. Donc, en fait, les gens s'habituaient à peu manger et pour ne pas qu'ils s'entre-dévorent entre eux. Parce que sinon, voilà. Donc, c'est des mécanismes qui marchent, qui fonctionnent bien, mais il vaut mieux être jeune pour faire le keto. Comment savoir si on a un corps avec un bon équilibre acido-basique ? Est-ce que ça se mesure Non, parce que les gaz du sang, on pourrait mesurer ça dans le sang, mais on ne va pas faire une ponction dans le sang artériel, parce que c'est dans le sang artériel, pour aller mesurer le pH. Donc on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il y ait l'équilibre entre les plus et les moins. Hein. Vous savez, la vie, c'est que l'équilibre entre les plus et les moins. Hein. Donc on ne peut pas savoir si on a trop d'acidité dans le corps, en fait. On ne peut pas savoir si on a trop d'acidité dans le corps, effectivement. Sauf que vous savez qu'il y a un petit indicateur, mais il faut quelques semaines, quelques mois. C'est que le liquide synovial, qui est le liquide dans les articulations, il est fait à partir du sang.
Donc si le sang est très légèrement basique, très légèrement acide, on ne parle pas d'acidose, là, on parle de très légèrement. Ouais. Le liquide qui va être constitué à partir du sang. Et donc il sera un tout petit peu acide. Et dans l'articulation, il va faire des petites douleurs de temps en temps. Donc on se lève le matin, on a mal au coude, le lendemain on a mal au genou, le surlendemain on a mal au... On ne sait pas, on va voir son médecin, on dit écoutez, je ne me sens pas bien, j'ai mal aux articulations. Il faut suspecter un équilibre acido-basique qui n'est pas bon. Voilà. Alors, quel lien on fait entre l'équilibre acido-basique et l'inflammation ? C'est-à-dire que si on est trop acide, à ce moment-là, l'organisme va commencer à prendre des mesures de rétorsion. C'est-à-dire qu'il va commencer à être un peu enflammé. L'inflammation, c'est quoi ? C'est le fait de rameuter des cellules de défense. Voilà. C'est une défense, en fait, l'inflammation. C'est exactement, c'est une défense. Le problème, c'est normal, quand vous vous blessez, d'avoir sur le doigt où vous êtes coupé, vous avez de l'inflammation, puisque vous avez un peu d'œdème, ça suinte un peu, vous avez mal, c'est rouge et c'est chaud. D'accord ? Donc, cette inflammation, elle est là, elle est normale. Le problème, c'est quand elle dure. Parce que quand elle dure, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on vient la forteresse assiégée, c'est-à-dire que la sentinelle, elle en a marre, quoi. On lui fait des alertes toutes les 2 heures, et bien à la fin, les sentinelles, elles laissent tout passer, quoi. Pourquoi le sucre, comme vous l'écrivez dans votre livre, augmente-t-il l'inflammation ? Tout simplement parce que le sucre en lui-même est inflammatoire. C'est-à-dire que tout comme l'oxygène que nous respirons fait des oxydants, d'accord, mais on n'a pas le choix, si on n'a pas d'oxygène, on meurt. Eh bien, le sucre, quand il circule, il a un petit côté rongeur dans le tuyau. C'est comme dans votre maison, vous avez des tuyaux de cuivre pour l'eau, et dans l'eau, il y a un peu de calcaire. Alors, ça dépend des régions où vous vivez. S'il y a trop de calcaire, ça va se déposer sur le tube, et puis à un moment, le tube, il va casser. Parce que le calcaire, il n'a pas du tout la même dilatation que le cuivre. Donc, quand il va faire froid et chaud, il va faire contraction, extension, et le calcaire, pas lui, et boum. Voilà, c'est pareil chez nous. C'est-à-dire que le sucre qui circule, il use un tout petit peu. Alors, quand on est dans les valeurs normales, c'est-à-dire comprises entre à jeun 0,7 g par litre et 1,05 g par litre, tout va bien. Quand on commence à monter après le repas à au-dessus de 1,50 g par litre, eh bien, le sucre va avoir une petite tendance inflammatoire, il va enflammer. Mais tout ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut des années. Le diabète, vous dites des années, le diabète, si vous voulez, c'est vraiment une excusez-moi du terme, c'est vulgaire, c'est une vacherie. Mais c'est une bonne vacherie. Il prend le temps. Il prend entre 5 et 15 ans pour s'installer. Donc, on a amplement le temps de faire de la prévention. Et donc, comme je vous l'ai dit, la prévention, c'est de faire un check-up. Et puis, vous pouvez aussi poser un capteur. Voilà, dernièrement, je vous ai dit, j'ai ouvert un compte. J'ai tellement de questions, je vais vous dire, grâce à votre succès, Philippe. J'ai tellement de questions que j'ai créé sur Instagram un compte qui s'appelle Glyc, G-L-Y-C, où je réponds aux questions sur la glycémie. Parce que ils ont compris une chose. C'est que le sucre, c'est même pas la peine de se battre, il y en a partout. Par contre, je veux savoir, sur moi, quel effet il a. Parce que moi, ma santé, j'en ai qu'une. Je ne peux pas la racheter. Donc, je ne veux pas que cette consommation me pose des problèmes. Donc, je mets mon capteur, je regarde mes trucs, je pose des questions, et voilà. Si je vois, quand je mets mon capteur, que ma glycémie, elle dépasse un 50 à chaque fois, je prends, si c'est à chaque fois une pizza ou un kebab qui me fait ça, je vais peut-être en manger moins. Et si j'en mange, je prends la décision. C'est autre chose. Vous voulez kiffer, prenez la décision du kiff. Mais il faut savoir quel est le prix que vous allez payer. Alors, un pic de glycémie, c'est inflammatoire. Un pic de glycémie, c'est infinitésimalement faible, mais c'est inflammatoire. Voilà, vous avez tout compris. Le dernier livre du docteur Réginald Alouche, Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Je vous disais tout à l'heure que vous alliez répondre à une question d'auditeur. Question sur le diabète. Pourquoi les diabétiques ont-ils une sensation de chaleur au niveau des pieds et comment la soulager et la traiter ? Alors ça, c'est la question piège. En fait, c'est pas la question piège. C'est une question assez classique. Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est que tout simplement, quand on a un diabète depuis longtemps, le diabète va provoquer ce qu'on appelle une neuropathie diabétique. C'est-à-dire il va plus avoir assez de sang pour certains nerfs. Et donc, il va y avoir des sensations. Ça commence par le pied. D'ailleurs, on parle du pied diabétique. Et donc, on a des sensations de chaleur, parfois de froid, parfois des picotements, parfois des petites pointes d'aiguille. Et ça, c'est tout simplement parce que les nerfs étant beaucoup moins vascularisés, parce que, vous savez, chaque petit nerf
tout petit nerf, il est vascularisé par une toute petite artère. Donc si cette artère elle est inflammatoire et elle a été bouchée par le sucre ou par du gras, eh bien elle n'amène plus le sang à ce nerf. Et le nerf, lui, il ne sait plus. Et il envoie des informations erronées au cerveau. Donc on a des sens, ça peut être des picotements au bout des doigts, ça peut être... Souvent c'est unilatéral, ça commence par un des pieds, pas les deux, parce que la probabilité pour avoir les deux en même temps, c'est pas... Et puis si on a un diabète qui est plus cogné, et ce qui commence par exemple à attaquer les artères fémorales, les grosses artères, eh bien il peut y avoir, comme on sent plus son orteil, qu'est-ce qui va se passer quand on tape son orteil dans la chaussure, ou quand on sent pas. Et donc, on va avoir, et s'il n'y a pas assez de sang, il ne peut pas cicatriser. Et ainsi de suite. C'est comme ça que les ennuis commencent. Il y a des spécialistes, des podologues spécialistes dans le pied diabétique. Le pied diabétique, c'est une entité vraiment médicale. Et on pourrait en parler, on pourrait faire des congrès de 3 jours sur le pied diabétique. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette sensation Alors, d'abord, quand on a ça, il faut impérativement voir son médecin, parce que c'est son médecin qui est capable de faire ça, et il faut retrouver un équilibre glycémique. Première chose. D'abord, il faut arrêter d'avoir ces excursions glycémiques et une hémoglobine glyquée. Donc, ce qui veut dire que ce sont des diabètes qui ne sont pas équilibrés. Voilà. Plus toujours, quand on parle de diabète, la susceptibilité personnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah, celui-là, il a ça ». Vous savez, souvent, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais mon ami, elle a eu ça, machin ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes tous des individus uniques. On a le même génome, mais on a des réactions différentes. Donc, quand on a ça, d'abord, quand quelqu'un vous dit, d'abord, podologue, analysez. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il faudra qu'il ait des chaussures plus larges, pour ne pas qu'il y ait des frottements, parce que les frottements, il ne les sentira pas, ou mal, et à ce moment-là, ça peut commencer à attaquer l'orteil. D'où les risques après d'amputation, enfin, tout ça, voilà. Ça peut être des plaies qui ne cicatrisent pas, parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive. Vous voyez ? Donc il faut prendre des mesures simples, il faut des chaussures larges, et il faut équilibrer impérativement le diabète. Voilà, ça c'est vraiment impératif. La neuropathie, elle est liée à l'inflammation. Comment vous appelez ça, la neuropathie donc ? La neuropathie diabétique. Voilà. Donc, quelles sont les complications ? C'est dans le diabète, la complication, il y a 2 types de complications. Il y a la micro-angiopathie, c'est-à-dire micro-petit angio-vaisseau-pathie maladie, les petits vaisseaux, les yeux, le rein, les nerfs. Voilà. Ça commence à 6,4%. Au-dessus de 6,4% commence la micro-angiopathie. Commence la micro-angiopathie, mais les conséquences, c'est après des années. Il faut faire attention, il ne faut pas que les gens qui... vous inquiétez pas, c'est pas... Non, c'est pas parce que j'ai 6,5 de glyquée, ça y est, je vais perdre mes pieds. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une maladie, je vous dis, c'est une vacherie, mais sympa. C'est-à-dire que si vous le savez, vous pouvez agir, faites-le. N'attendez pas. Et puis, au-dessus de 7% d'hémoglobine glyquée, vous avez la macro-angiopathie, macro-gros, angio-vaisseau, pathie maladie. C'est quoi ? C'est la maladie des gros vaisseaux. Coronaire, carotide, fémoral. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc un bon diabétologue, un bon médecin, et je suis sûr que vos médecins sont compétents, sont bien formés. Et puis, il y a depuis 4-5 ans, des médicaments qui sont extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Il y a une vraie révolution dans le traitement du diabète. Il faut pas, il y a eu vraiment du travail de fait. Et aujourd'hui, un diabétique de type 2, il faut qu'il fasse lui-même quelques efforts quand même quant à son comportement alimentaire. Il faut qu'il se remette à bouger, parce que 60% de la guérison, c'est le muscle. D'accord ? Parce que le muscle, il va sécréter des hormones qui sont des adipokines, comme comment elle s'appelle déjà, l'adiponectine, qui est anti-inflammatoire. C'est le muscle qui fait ça. D'accord ? Donc voilà, il y a plein, ça s'appelle des myokines. Et donc... ça, c'est c'est pas les myokines. Ça, c'est adiponectine. C'est vraiment une hormone qui est anti-inflammatoire. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Faites du sport, bougez. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est... Alors là voilà, c'est... D'ailleurs, les régimes sans exercice, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je voulais que vous nous parliez du glucagon. Shkoun, le glucagon. Alors, très bonne question, parce qu'on n'en parle jamais. Le glucagon, en fait, c'est une hormone qui sucre. Quand vous avez une hypoglycémie, dans le pancréas, vous prenez votre pancréas, il a la tête et la queue du pancréas, et à l'intérieur, il y a 2 types de sécrétions. Il y a ce qui va sécréter pour l'intestin, pour aller digérer les lipases, les machins, les RS1, et il y a une partie qu'on appelle endocrine, c'est-à-dire il sécrète dans le sang. Endo, dedans, crine, sécrétion. Bon.
il va sécréter plusieurs hormones. Une, c'est l'insuline, qui fait rentrer le sucre dans les cellules, et donc qui diminue la glycémie, puisque le sucre, il va du sang. Ouais. Voilà. Il y en a une autre qui s'appelle le glucagon. Et elle est faite dans les mêmes zones. C'est-à-dire que la cellule bêta, elle fait l'insuline, la cellule alpha, elle fait le glucagon. Et le glucagon, lui, fait l'inverse. Il libère du sucre. Il dit au foie, vas-y, lâche, mets du sucre dans le sang. Donc en fait, on a toujours cet équilibre. Mais quand on a une inflammation, le problème, quand on a une inflammation, c'est pour ça que votre question est excellente, il peut y avoir une baisse de l'insuline, mais parfois une augmentation du glucagon. Donc, vous allez vous retrouver avec du sucre alors que vous faites tous les efforts possibles. Vous voyez comme c'est compliqué ? C'est très compliqué. C'est pour ça que les nouveaux traitements agissent sur la sécrétion du glucagon. Par exemple, les agonistes du GLP-1 qui finissent en utide, eh bien, tout l'iraglutide, du laglutide, sémaglutide, eh bien, ils agissent directement sur la sécrétion du glucagon. Et c'est important de penser glucagon, parce que vous pouvez avoir des gens qui font des tas d'efforts. Il baisse la production du glucagon, c'est oui, ça. Il diminue la production du glucagon. Parce que vous pouvez très bien être diabétique avec une baisse de l'insuline, mais dans les mêmes îlots, les cellules alpha, elles continuent à fabriquer du glucagon et donc à vous larguer du sucre. Donc, vous voyez, donc ça coupe tous les bienfaits du traitement. Mais avec ces agonistes-là, on peut agir sur le glucagon. Et même pire, vous pouvez avoir des interactions, ce qu'on appelle paracrine, parce que je sais des termes, hein, mais c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que les alpha et les bêta se parlent. Vous voyez ? Donc parce que le pancréas, c'est la zone qui sécrète dans le pancréas, qui sécrète dans le sang. C'est une zone très particulière parce que les cellules, c'est le mariage entre une cellule du foie et une cellule du cerveau. C'est des cellules à dépolarisation. C'est-à-dire qu'il y a un courant électrique qui passe et qui libère l'insuline. Donc vous voyez un peu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis, de toute façon, si on veut être heureux, il faut apprendre au moins une chose par jour. Donc là, aujourd'hui, on est heureux pour la semaine. Voilà. Ou pour le mois. C'est intéressant, il faut fouiller. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que c'est complexe. Et il faut qu'ils lisent. Oui, mais il y a beaucoup de choses que vous nous avez apprises au cours des années qu'on retrouve aujourd'hui très populaires dans des messages publicitaires. Hein. Donc on les a appris pour la première fois ici et c'est vous qui nous avez expliqué. Mais parce que plus les auditeurs seront forts, plus on sera fort. Je veux dire que si on veut vraiment... Quand on voit les chiffres du diabète aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'à soi tout seul, on va un truc. Il faut diffuser l'information. Il faut que les gens comprennent. Parce qu'ils vont, s'ils les comprennent, ils vont les transmettre à leurs enfants, à leurs parents, à leurs proches. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Parce que c'est une vraie guerre. Hein. Il y a 1 milliard de prédiabétiques qui arrivent là. 1 milliard. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. On peut pas rester comme ça assis. C'est pas possible. Je sais bien qu'il y a d'autres sujets très très machin, mais la réalité, moi je dis souvent, c'est bien de sauver la Terre, mais il faut sauver les hommes aussi. Parce que la Terre, vous savez bien, si on disparaît de la surface de la Terre, vous revenez dans 300 000 ans, la Terre va très bien. Hein. C'est un message d'espoir du docteur Alouche. Quels sont, selon vous, les secrets d'une alimentation anti-inflammatoire ? Alors, c'est les fruits et légumes. Voilà. Si le programme Nutrition et Santé a dit 5 fruits et légumes, ils ont raison. Il faut des légumes, il faut une assiette colorée. Les légumes, c'est des trésors de santé. Vraiment. Ça, c'est anti-inflammatoire. Ah, voilà. Anti-inflammatoire, des légumes égale anti-inflammatoire. Donc, si vous mangez, par exemple, une protéine, un steak, toujours avec des légumes. Parce que le steak, il est acidifiant, alors que le légume, il est basifiant, c'est-à-dire qu'il est alcalin. Il va permettre justement de faire la balance. Et là, ça tamponne. Exactement. Et puis, par exemple, vous pouvez commencer par une salade mixte, assaisonnée avec de l'huile d'olive et de l'huile de colza pour avoir des oméga-3 anti-inflammatoires. Et à ce moment-là, vous allez tapisser, comme vous commencez par ça, vous tapissez votre estomac avec des fibres. Puis quand vous allez manger vos protéines et vos légumes, eh bien, la digestion pourra s'enclencher harmonieusement. Il y aura du temps. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut bien mâcher aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Hein, un repas, c'est pas... Vous savez, les gens avant, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Hein. Ils ne savaient pas s'ils allaient manger dans la journée. Hein. Il y avait des gens qui étaient cachectiques. Hein, voilà. Et donc, quand on mange, il faut rendre hommage à ce qu'on mange. Et prendre le temps. Mais ça, c'est vrai que les gens ne prennent plus le temps de s'asseoir, de manger... De faire les courses même, de préparer. En fait, on a fait une société assise. Il faut comprendre le principe. Non, mais avec la livraison, enfin, voilà. Alors, moi, au début, quand vous m'avez parlé de ça, j'ai dit, mais il exagère, le docteur Alouche, c'est un phénomène de ville. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène de ville, mais il y a de plus en plus de gens qui se disent, qu'est-ce qu'on commande ce soir ? Exactement.
Voilà, ils ne font plus, le fait de s'alimenter n'est plus une priorité. Donc on le fait livrer par l'extérieur. Mais il faut comprendre, les gens qui vous livrent, ils vous livrent des produits qu'ils veulent garder le plus longtemps possible pour des raisons de marge. Donc pour garder des produits, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu plus de gras, un peu plus de sucre, un peu plus de sel. Mais il n'y a pas de complot là non plus. C'est du business. Donc il ne faut pas rêver à avoir des produits d'extrême bonne qualité. Si vous les voulez, faites-les. Docteur Réginald Alouche, je rappelle que vous publiez Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que le docteur Alouche répond à vos questions sur Insta, sur Glick. Sur Glick, voilà. G-L-Y, c'est... Oui, il y a Click, non mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est Glick. Il répond à vos questions, à toutes vos questions. Merci d'avoir été avec nous, docteur Alouche. Merci de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.